Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci de votre attention à la une de l'actualité ce 28 octobre 2022. Les audiences du chef de l'État Alassane Ouattara qui a reçu au palais présidentiel la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo. Second entretien du président Ouattara avec le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Soulaïm Al-Jasser. Avec notre reporter Viviane Haïma, nous ferons le point de ces audiences en début de journal. Les travaux de la 10e édition de la CGC Academy, eux, ont démarré hier jeudi, ouvert par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Koné. Ce rendez-vous annuel, initié par le patronat ivoirien, vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Les participants réfléchissent sur les partenariats qu'il convient d'établir en vue de valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. On en parle dans un instant. Dans l'actualité internationale en Guinée, 9 opposants au régime militaire de transition ont été placés sous contrôle judiciaire hier jeudi 27 octobre. Ils sont accusés d'avoir participé à une manifestation illégale de complicité de destruction de biens publics et privés. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Un entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'était hier au palais présidentiel. Leurs échanges ont porté sur le prochain sommet de la francophonie qui aura lieu dans 3 semaines en Tunisie. La secrétaire générale de l'OIF a rappelé la place importante qu'occupe la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone, présentant le pays comme étant un pilier de la francophonie économique. Viviane Haïma. En visite de travail à Abidjan, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mouchiki-Wabo, a été reçue ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le 18e sommet de l'OIF qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre prochains, et les projets qui seront réalisés en Côte d'Ivoire avec l'appui de la francophonie ont constitué le menu des échanges. D'accueillir notre sœur de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous connaissons bien, puisqu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda et également elle a vécu de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Donc, ma sœur, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis effectivement ici en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 2 jours. Je tenais à m'entretenir avec le Président de la République pour lui parler du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra en Tunisie dans 3 semaines. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a un mois et demi. Mais je voulais faire des mises à jour pour le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est un pays de grande importance pour l'espace francophone, un pilier de la francophonie économique, surtout dans cette région. J'étais ici aussi pour participer à la rencontre des patronats, de l'Alliance des patronats francophones, qui a été formée en France il y a un peu plus d'1 an, une alliance, un groupement de presque une trentaine de pays francophones, des patrons d'entreprises, des patrons de patronat et plusieurs acteurs économiques ivoiriens qui sont réunis ici pour 2 jours. Donc nous avons lancé cet échange de 2 jours ce matin. Ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de travailler un peu plus en détail avec mes sœurs, la ministre d'État et la ministre chargée de la culture et de la francophonie pour notamment passer en revue les activités de l'OIF avec la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de projets, notamment sur l'emploi des jeunes à travers les industries culturelles, un aspect très important du travail de la francophonie et très important pour nos pays membres. Et puis, bien évidemment, la formation au métier du numérique, la contribution aux échanges économiques et commerciaux. Et voilà en quelques mots la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, Monsieur le Président, un pays que je considère le mien aussi.
La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue au poste de secrétaire général de l'OIF lors du 17e sommet de la francophonie en octobre 2018 à Erevan, la capitale de l'Arménie. Son mandat est de 4 ans renouvelable. On reste dans les parvis du palais présidentiel pour suivre cette seconde audience qu'a accordé le chef de l'État Alassane Ouattara au président de la Banque islamique de développement, le Dr Mohamed Soleiman Al-Jasser. Leurs échanges ont porté sur la coopération entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. On retrouve Viviane Haïm. Si la Banque islamique de développement peut être comptée parmi les grands partenaires financiers aux côtés du gouvernement ivoirien dans ses actions de développement national, la coopération du groupe financier avec la Côte d'Ivoire connaît ces dernières années un pic d'intensité. En visite de travail à Abidjan, son président Dr Mohamed Soleiman Al-Jasser a été reçu ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. L'appui de la banque au financement de plusieurs projets de développement, ainsi que l'appui au financement de l'ambitieux programme national de développement PND 2021-2025 a été examiné. Le président Al-Jasser est un ami de longue date et il a été administrateur au Fonds monétaire international quand j'étais directeur Afrique et ensuite comme directeur général adjoint, et il m'a toujours apporté son soutien pendant les discussions au conseil d'administration. C'est un ami personnel, mais surtout c'est un ami de la Côte d'Ivoire. Et la Banque islamique de développement fait beaucoup pour nous, et sur le PND a décidé de faire un financement de plus de 2 milliards de dollars. Il nous appartient maintenant d'accélérer donc le décaissement. Et je voudrais dire à tous nos concitoyens que nous avons la chance d'avoir un ami qui est venu nous rendre visite. Je vais lui laisser la parole. De rencontrer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est un ancien collègue avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler lorsqu'il était au Fonds monétaire international. C'est vraiment un plaisir pour moi de le rencontrer ici en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur la coopération entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont bonnes. Nous avons plus de 56 projets qui sont actuellement en cours de développement en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre des engagements que nous avons pris pour le financement du plan national de développement 2021-2025, un engagement de la Banque islamique de développement de l'ordre de 2,1 milliards de dollars a été fait. Ce plan est en cours, les perspectives sont bonnes. Les secteurs qui nous intéressent sont les secteurs à impact, notamment dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et bien entendu les infrastructures. Tout se passe bien et nous sommes satisfaits de la coopération que nous avons avec la Côte d'Ivoire. C'est depuis octobre 2002 que la Côte d'Ivoire a signé son adhésion à la Banque islamique de développement BID, dont le siège est à Djeddah, en Arabie saoudite. Deuxième titre de ce journal, les travaux de la 10e édition de la CGC Academy qui ont démarré hier jeudi, ouvert par le vice-président de la République, Tiemokom Eliet Koné. Ce rendez-vous annuel initié par le patronat ivoirien vise à promouvoir l'entrepreneuriat. Les participants ont réfléchi sur les partenariats qu'il convient d'établir en vue de valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. On voit cela avec Mama Traoré. CGC Academy 2022. L'édition de la maturité selon le patronat ivoirien. Une édition qui se tient dans un contexte de crise économique mondiale, tout juste au lendemain de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les entreprises ne voient qu'un seul levier pour rebondir, celui des partenariats solides. Il nous appartient à nous, entreprises de l'espace francophone, de transformer le vieux rêve d'un espace économique francophone intégré en réalité palpable et de passer de partenariats déséquilibrés à des partenariats win-win. Il ne s'agit plus seulement de sous-traitance, mais de co-traitance entre entrepreneurs se faisant confiance. Cet appel s'adresse particulièrement à l'Alliance des patronats francophones, invité spécial de CGC Academy 2022. L'enjeu, donner concrètement vie à la francophonie économique. Un ensemble qui produit 16% du PIB mondial,
détient 14% des ressources minières et énergétiques et fournit 20% du commerce des marchandises dans le monde. C'est ça l'espace francophone. Ce contexte géopolitique, plus que jamais, nous appelle à faire le choix du collectif, car c'est ensemble que nous pourrons être forts, c'est ensemble que nous pourrons peser sur la scène internationale, éviter de choisir un bloc ou l'autre. C'est ensemble, au fond, que notre voix porte. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire contribue pour 80% aux recettes fiscales. En initiant ce cadre d'échange en 2012, il était question de promouvoir l'esprit entrepreneurial, mais aussi de bâtir un dialogue productif entre l'État et le secteur privé. Ces mêmes priorités invitent également à mettre en place une fiscalité plus équitable et plus incitative afin de favoriser notamment les investissements, d'élargir l'assiette fiscale et d'accroître les ressources budgétaires de l'État, ce qui nous intéresse particulièrement. La politique de renforcement des infrastructures poursuivie par notre pays permettra de réduire le coût des facteurs de production et d'améliorer la compétitivité globale de l'économie. Enfin, les politiques destinées à approfondir et à diversifier le secteur financier offriront aux entrepreneurs privés les moyens de financer plus efficacement leurs investissements. Il s'agit là d'accroître les capacités et les moyens du secteur financier national, d'en faire un outil capable de fournir des financements appropriés à chaque type d'entreprise et surtout à des coûts réduits. Cette 10e CGEC Academy est couplée à la 2e rencontre des entrepreneurs francophones qui se tient pour la première fois à Abidjan. La tradition de récompense des meilleurs jeunes entrepreneurs sera aussi respectée lors d'une soirée de distinction. Un reportage signé Mahama Traoré à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 27 octobre 2022 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 490 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 15 guéris et 0 décès. À la date du 27 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 750 cas confirmés, dont 86 894 personnes guéries, 827 décès et 29 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 641 328. Le 26 octobre 2022, 14 339 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 646 601 doses du 1er mars 2021 au 26 octobre 2022. Tout autre chose à présent, les sages-femmes d'Afrique francophone réunies ici à Abidjan dans le cadre de leur 3e congrès ont abordé plusieurs sujets en rapport avec leur domaine d'activité. En pole position, l'état des lieux sur les soins maternels et néonataux en Afrique subsaharienne ont été dressés. Et puis, devant l'état critique dressé par ce tableau, le développement des infrastructures sanitaires s'impose comme une urgence. Il faut également songer à harmoniser les maquettes pédagogiques. Didier Nguesson nous en parle. La santé maternelle et néonatale est liée en partie à la prise en charge du couple mère-enfant par la sage-femme. Les défis à relever sont importants au regard des statistiques en Afrique subsaharienne. Pour 1000 naissances vivantes au Sénégal, on enregistre 236 décès maternels contre 385 en Côte d'Ivoire. Notre pays comptabilise également 30 décès néonatals pour 1000 naissances. La présidente du 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone dépeint le tableau. À part le Comore, le Gabon, tous les autres pays sont au-delà de 300 et ça c'est vraiment un tableau très tragique. Il y a aussi l'insuffisance de mesures incitatives, surtout pour les sages-femmes qui ont accepté d'aller travailler en milieu rural. Pour inverser la courbe, la conférencière recommande la création des ordres professionnels de sages-femmes en vue d'une meilleure réglementation sans occulter l'harmonisation des curricula de formation. En pratique, ce que Djipaigo fait, c'est accompagner les ministères dans la formation des prestataires de santé, la formation des sages-femmes en particulier, pour que les soins maternels, y compris la lutte contre le paludisme pendant la grossesse, le paludisme chez le nouveau-né, etc., soient des soins de qualité.
Sur les 17 pays membres de la fédération, le Mali est cité en exemple pour le niveau de ses formateurs, avec au minimum le master pouvant aboutir à des formations doctorales. Dans la région du Ourodougou, des structures sanitaires ont reçu des tricycles et des ambulances médicalisées accompagnées d'autres matériels de santé. C'était au cours d'une cérémonie parrainée par le ministre Bouaké Fofana. L'initiative est de Mbaya Bamba Maferima, première vice-présidente du Conseil régional du Ourodougou. Une cérémonie de don qui a réuni autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses et personnalités venues d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Tchénéba Ouattara, Kwadio Kwame. La santé des populations est une préoccupation pour la première vice-présidente du Conseil régional du Ourodougou. Mbaya Maferima a fait don de matériel médical aux structures sanitaires de la région, dont composé de 10 tricycles, ambulances médicalisées, de moustiquaires, de kits d'accouchement et de tensiomètres. À ce dont s'ajoute également une imprimante, un ordinateur et 50 chaises destinées au secrétariat départemental du RHDP de la localité. La remise officielle des équipements a eu lieu en présence des autorités locales et de plusieurs invités. Avec des appels pressants de nos populations en ce qui concerne le transfert des malades vers les centres de santé. C'était très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou bien du seul conseil régional. C'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous tous nous mettons ensemble pour bâtir notre région. Les élus, les cadres et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Tédé Birahima Ouattara, salue le geste de solidarité. Occasion pour Siaka Ouattara, député de Congo, d'exhorter les cadres du Ourodougou à la paix et à la cohésion sociale pour le développement de la région. C'est une cérémonie dont je suis particulièrement fier parce que c'est la première vice-présidente du Conseil qui fait un don extrêmement important. Ce don va vers la santé, la protection de nos mamans. Au nom du ministre d'État, le seul message porté à nos parents, c'était de venir dire à nos parents la cohésion. Ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à rentrer dans le même moule, sortir ensemble et que tout développement dépend de cette cohésion-là. Et je crois qu'ils m'ont entendu. La construction d'une école primaire de 3 classes à Niamioko dans le département de Tiébissou, d'un château d'eau à Lowou et don de kits scolaires aux enfants de l'association des femmes du Woroba sont les actes de portée sociale à l'actif de Mbaya Maferima. La cérémonie de don était placée sous le parrainage de plusieurs membres du gouvernement. Et dans le domaine de la recherche scientifique, du 2 au 4 novembre 2022, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan accueillera le premier colloque international des biosciences et du développement co-organisé par l'unité de formation et de recherche des biosciences en collaboration avec le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Il se tiendra autour du thème suivant, recherche et innovation pour un développement durable, les sciences biologiques au service des sociétés africaines. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Djadji nous en parlent. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les enseignants-chercheurs issus de l'UFR Biosciences veulent améliorer la visibilité des sciences biologiques dans une société en pleine mutation. Recherche et innovation pour un développement durable, les sciences biologiques au service des sociétés africaines. C'est le thème du futur premier colloque international des biosciences et développement durable. Ce colloque international se justifie par l'urgence d'une meilleure gestion de la biodiversité et des services écosystémiques, également par l'urgence d'une meilleure gestion de la santé animale, humaine et environnementale, et aussi par la nécessité de mettre en œuvre des politiques pour une agriculture durable qui garantira la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Biodiversité et services écosystémiques, santé humaine, animale et environnementale sont entre autres les thématiques qui seront abordées. La présentation des résultats des travaux de recherche, leur mode de vulgarisation et les discussions subséquentes vont éclairer sur l'évolution des idées, des réflexions, des programmes et projets dans le domaine des sciences biologiques. À l'issue de ce colloque,
pourront être dégagées les perspectives nouvelles pour la recherche en biologie en faveur du développement de nos pays. Cette conférence de presse, une occasion pour ces universitaires de l'unité de formation et de recherche de biosciences de renseigner quant au rôle des sciences biologiques dans le développement durable. Ce premier colloque va se tenir du 2 au 4 novembre prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il sera également question de présenter les résultats des travaux de recherche. Parlons à présent de cette actualité en rapport avec un restaurant mobile dit de la Charité. Eh bien, que vous inspire cette actualité ? Cela se passe dans la commune d'Abobo et l'initiative est de la Fondation KED qui intervient dans l'action sociale et humanitaire. À travers cette action sociale, la Fondation KED assiste les personnes démunies. Elle a visité les groupes scolaires au Houphouët-Boigny 4 et 5 de cette commune. L'idée, c'est surtout de partager un repas avec les écoliers de conditions modestes. Éric Goré nous en parle. Silence, ces tout petits sont à table, ils dégustent des repas chauds. Chacun d'eux y a droit. Une agréable surprise de la Fondation KED, spécialisée dans l'assistance aux populations démunies. C'est une coutume pour cette organisation de partager des repas avec les élèves de conditions sociales modestes. Ce partage de repas a pour but de donner un peu de sourire à ces enfants en pleine récréation. Ils participent également à réaffermir leurs liens. Une action qui s'inscrit dans le cadre du restaurant mobile de la Charité de la Fondation KED. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Je remercie KED pour avoir organisé cette fête. Je suis très content d'avoir mangé avec mes amis. Le restaurant mobile de la Charité a donc déposé ses valises au groupe scolaire Houphouët-Boigny 4 et 5 dans la commune d'Abobo. La présidente de la Fondation donne le sens de ce geste. Cette action s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire que prend le président de la République Alassane Ouattara. Il demande que nous puissions partager et c'est ce que nous essayons de faire au travers de la Fondation KED en partageant, étant donné que toute fondation est le prolongement des actions de l'État. Parce que c'est toujours bon de s'entraider entre nous. Aujourd'hui, tous mes collaborateurs et moi, nous travaillons sans relâche pour offrir le sourire aux enfants, aux femmes et aux jeunes. D'autres actions sont prévues à l'endroit des populations démunies de la commune d'Abobo. Entre autres, la distribution de vivres et de non-vivres aux populations vulnérables. Voilà, des enfants heureux de partager un moment de joie autour d'un repas. Parlons à présent de tourisme et loisirs. Tous les espaces publics, établissements et entreprises privées de loisirs qui exercent sur le territoire ivoirien seront désormais identifiés. Cela en vue de maîtriser leur nombre, d'établir une cartographie des types de loisirs pratiqués en leur sein. Le ministre des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé au lancement de la campagne d'identification des établissements de loisirs sur l'étendue du territoire national. À l'initiative de ce projet, la Direction générale des loisirs. Patricia Omouetia. Cette opération est prévue pour durer 3 mois et va concerner les espaces de loisirs, aussi bien exogènes qu'endogènes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La Direction générale des loisirs a appelé tous les opérateurs du secteur des loisirs à s'approprier cette campagne de promotion des différents lieux d'attraction. L'objectif visé par cette opération est dans un premier temps d'identifier, de répertorier, ensuite de catégoriser et enfin de créer des circuits loisirs pour les populations, pour le bien-être des populations ivoiriennes. Il y a 5 types de loisirs, donc on parle de loisirs culturels, loisirs touristiques, loisirs scientifiques, socio-éducatifs, loisirs sportifs. Et justement, il est important pour nous de savoir dans chaque type de loisir quels sont les espaces de loisirs existants. Le ministre du Tourisme a exprimé toute sa joie à la Direction des loisirs pour l'initiative. Il a réitéré son soutien pour le bon déroulement de la campagne. Il a également précisé que le développement et la promotion des loisirs nécessitent une action concertée entre le secteur public et celui du privé, notamment les promoteurs d'espaces de loisirs, d'où l'importance de cette campagne. En faisant ce constat, on convient avec nous que les loisirs sont le facteur déterminant pour l'épanouissement de tout peuple. Créée par décret, la Direction générale des loisirs est chargée, entre autres, de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de loisirs, de développer et promouvoir les loisirs sains, de veiller à la fiabilité et à la conformité aux normes des espaces, infrastructures et équipements techniques et professionnels des installations de loisirs et de valoriser et promouvoir les jeux traditionnels en Côte d'Ivoire.
La Cour d'appel du commerce d'Abidjan fait sa rentrée judiciaire 2022-2023. À cet effet, les différentes procédures judiciaires enregistrées au niveau du tribunal du commerce et de la Cour d'appel du commerce ont été mises en évidence. Idem pour les objectifs arrêtés pour cette nouvelle rentrée. L'action s'inscrit dans le cadre d'une remise à niveau de la vision du tribunal de commerce et de la Cour d'appel du commerce. Plus de détails avec Wilfried Koa, Arnaud Kofi et Didier Nguessan. La Cour d'appel du commerce joue un rôle fondamental dans le règlement des litiges entre commerçants, la tenue du registre de commerce et la prévention des difficultés des entreprises. Le corps juridictionnel du commerce amène les acteurs de la Cour d'appel du commerce à s'organiser pour mener à bien leur mission. Comme il est de tradition, la Cour d'appel procède à sa rentrée judiciaire pour l'année 2022-2023. D'abord, déjà féliciter la juridiction commerciale pour l'embellir dans son fonctionnement et espérer que les juridictions classiques des autres juridictions copient son modèle. Les juridictions de commerce ont été créées par le gouvernement pour rassurer le secteur privé. Et donc depuis que ces juridictions ont été créées, nous nous attelons à faire en sorte de répondre aux vœux du législateur et du gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que ces juridictions de commerce fonctionnent de façon adaptée à la spécificité des litiges commerciaux. Pour une mission plus claire, le président du tribunal du commerce et de la Cour d'appel du commerce fait le bilan des activités et procédures judiciaires enregistrées pour l'exercice 2021-2022 et donne les objectifs que les juridictions se sont fixés pour la nouvelle année. Ils sont ces objectifs, à la vérité, les mêmes que ceux qui ont été retenus depuis la création de ces juridictions et qui se résument en 4 mots, à savoir compétence, diligence, transparence et efficacité. Créée en 2017, la Cour d'appel du commerce a pour but de rendre plus sûr le climat des affaires tout en sécurisant les investissements nationaux et internationaux. Des pistes de solutions aux impacts de la crise russo-ukrainienne en Côte d'Ivoire, explorées via un atelier organisé par la Direction de la Recherche et de l'Innovation, placé sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était le 24 octobre dernier, un atelier qui a réuni chercheurs, acteurs des secteurs de l'économie, de l'énergie et de l'agroalimentaire. À terme, un document important comprenant des recommandations stratégiques pour faire face aux impacts de la guerre en Ukraine sera remis au gouvernement. Khalil Diomandé et Sephora Zegui. Leur précision. Cela fait plus de 6 mois que la guerre russo-ukrainienne persiste. À l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire en paie les frais. Les effets pervers de cette crise se font ressentir dans le secteur de l'alimentation et celui de l'énergie. À travers cet atelier, la Direction générale de la recherche et de l'innovation et le patronat ivoirien entendent apporter des mécanismes de riposte en vue d'atténuer les impacts négatifs de cette crise en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous, entre autres, de sortir une cartographie des risques qui sera à la disposition de tous et également de regarder quels sont les résultats actuels de la recherche qui peuvent être utilisés dans l'immédiat pour faire face aux impacts actuels de la crise, mais aussi sur le long cours, sortir donc, disons, des programmes nationaux de recherche qui nous permettront d'être beaucoup plus résilients. Nous attendons des recommandations pour que nous soyons encore plus résilients, pour que nous soyons autosuffisants au niveau alimentaire. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la guerre russo-ukrainienne semble avoir chamboulé certaines prévisions faites par le gouvernement. Les réflexions de ces assises méritent donc d'être plus approfondies pour apporter des corrections adéquates et surtout proposer des mesures d'anticipation. Si on ne fait pas de telles réunions, on ne sait pas combien cette crise aura impacté nos plans de façon à les réorganiser et anticiper et avoir une conduite résiliente vis-à-vis de cette crise pour que nous puissions atteindre nos objectifs. L'atelier se tient sur 2 jours et réunit plus de 40 participants issus des secteurs de la recherche, de l'économie, du pétrole et de l'énergie. Les recommandations qui en découleront seront portées au gouvernement.
Dans l'actualité internationale en Guinée, après 2 jours d'audition à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, 9 opposants au régime militaire de transition ont été placés sous contrôle judiciaire. Hier jeudi, ils sont accusés d'avoir participé à une manifestation illégale de complicité de destruction de biens publics et privés, a déféré au tribunal de Dixine. Hier, donc jeudi, ils ont été entendus pendant plusieurs heures avant d'être placés sous contrôle judiciaire. Et puis au Tchad, après les manifestations violentes enregistrées dans le pays le 20 octobre dernier, les défenseurs des droits de l'homme pointent du doigt les centaines d'arrestations qu'ils jugent arbitraires avec des personnes déportées dans des prisons en dehors de la capitale. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a également reçu notamment de nombreux signalements de personnes arrêtées par les forces de sécurité ces derniers jours. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information qui nous vient d'Iran. En Iran donc, des manifestations nocturnes se sont déroulées dans la nuit d'hier jeudi à aujourd'hui vendredi dans plusieurs quartiers de Téhéran. Des milliers de personnes ont manifesté dans la ville de Mahabad, au Kurdistan iranien, après les obsèques d'un jeune homme mort la veille pendant sa détention par la police d'Amers, la préfecture de la ville de Mahabad, au Kurdistan iranien, et plusieurs bâtiments officiels ont été incendiés et la télévision d'État a annoncé que 3 personnes ont été tuées au cours de ces violences. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi et surtout, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.